Ndiaye, président du mouvement ADN Andando Defar Ndar. Pour ceux qui ne connaissent pas Abdelkader Ndiaye, on va dire est le vice-président aussi de la CNES, c'est ça, donc Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Il est aussi président du syndicat national des entreprises du bâtiment. Voilà, c'est ça, le BTP. Abdelkader Ndiaye également fut aussi un des acteurs clés de la réforme des systèmes des marchés publics. Et il était donc au niveau de la RMP, pour ceux qui ne le connaissent pas. Abdelkader Ndiaye était celui qui avait tapé du poing sur la table, on s'en souvient. C'était avec l'ancien régime, quand les choses n'allaient pas du tout bien. Alors ce soir, on en parlera dans cette émission, évidemment, si le temps nous le permet. Mais nous parlerons aussi des activités économiques, nous parlerons de l'environnement des affaires, mais nous parlerons surtout de Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis? Parce que M. Ndiaye a décidé de briguer, on va dire, la mairie de Saint-Louis, qui, vous le savez, attire toutes les convoitises. Beaucoup de candidats pour une seule mairie. Cheikh Bamba Dièye également veut remplir pour un second mandat. Mansour Faye a besoin de cette mairie. Comment s'appelle-t-il également? Ahmed Fall Braya, aussi du Parti démocratique sénégalais, a besoin de cette mairie. Et qui encore? Alioune Badara Cissé aussi, de l'APR, l'Alliance pour la République. Enfin bref, tout ce beau monde a besoin de cette mairie. Et puis on verra aujourd'hui si Abdelkader Ndiaye a une chance aussi de pouvoir briguer cette mairie. Pourquoi pas aussi, tenter sa chance. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Et j'en profite pour vous remercier et saluer aussi toute l'équipe de 2STV et leur patron, mon frère ami Alhaji Ndiaye. On va profiter aussi de cette occasion pour saluer toute la population de Saint-Louis que je chéris. Ben voilà, le message est bien passé. Alors, on est très bien suivi à Saint-Louis. Alors, pendant que vous y êtes, bonsoir à toutes et à tous, vous les téléspectateurs de la 2STV qui nous suivent actuellement à Saint-Louis. Alors, M. Ndiaye, je l'ai dit tantôt en introduction, vous êtes le président du mouvement ADN, Andando Defar Ndar. Andando Defar Ndar. Merci pour la précision. Andando Defar Ndar. Ce qui veut dire... Andando Defar. Andando Defar Ndar. Voilà, c'est pas Defarat. Donc on va ensemble, allons ensemble construire, si vous voulez, Saint-Louis, pour traduire littéralement. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a des choses à faire à Saint-Louis. Beaucoup de choses à faire. Je vous remercie, cher, si vous nous offrez cette occasion d'échanger avec vous sur notre mouvement. Le mouvement ADN, le mouvement Andando Defar Ndar, dénommé ADN, est un mouvement citoyen qui a été créé il y a 3 ans et qui a pour objectif majeur de fédérer toutes les forces vives de la ville de Saint-Louis. Parce qu'on en a besoin pour en faire une force de proposition d'une part, mais également pour en faire un rempart. Parce que depuis ça, et le mot ADN fait allusion à la molécule ADN. Absolument. La molécule ADN, comme vous le savez, c'est l'empreinte génétique de l'individu. Par métaphore, nous souhaiterions que notre mouvement citoyen reste l'empreinte citoyenne de la ville de Saint-Louis. Donc nous avons certes une ambition pour Saint-Louis, mais c'est surtout, nous avons un projet, un contrat citoyen que nous voulons soumettre à la population saint-louisienne. C'est surtout l'enjeu. Ma personne n'est pas importante, mais la ville représente beaucoup pour nous et pour toute la population saint-louisienne. Alors quel est votre projet? Qu'est-ce que vous avez à proposer, donc, on va dire, à cette population de Saint-Louis également? Vous savez qu'il y a une constante en moi. J'ai toujours développé un engagement très citoyen en faveur surtout de la ville et de mon pays. Aujourd'hui, lorsque vous avez constaté, nous pouvons partager le diagnostic que la ville de Saint-Louis est en déclin. C'est une ville qui se meurt petit à petit, qui est en train de perdre son lustre, qui est en train de perdre sa notoriété. Aujourd'hui, il est temps, après 50 ans d'indépendance, qu'on puisse en tout cas mobiliser toutes les forces vives, les forces démocratiques aussi de la ville, pour rebooster l'économie de la ville, pour donner à la population une nouvelle chance. C'est cela le but poursuivi par notre mouvement. Nous avons un projet de société, un contrat qui va être plus tard un contrat social qui va nous lier avec la ville. Dans ce projet, il est intitulé Saint-Louis-Ville-Neuve. Saint-Louis-Ville-Neuve en ce qui concerne la commune, et pour le département de Saint-Louis, il est intitulé le Grand Saint-Louis. Pour Saint-Louis-Ville-Neuve, il tourne autour de 10 axes programmatiques. Je dois vous dire que ce programme est
a une forte connotation socio-économique. Parce que vous avez constaté qu'à Saint-Louis, la ceinture de la pauvreté est en train de s'élargir autour du périmètre communal et même départemental de la ville. Les populations vivent dans des situations extrêmement difficiles. C'est ce que je peux résumer ainsi. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons reconstruire la ville. C'est pourquoi notre slogan de campagne, c'est Saint-Louis Ville Neuve. Mais au-delà de ce slogan, c'est le titre aussi de notre programme socio-économique. Dans ce programme que nous avons décliné en 10 axes programmatiques, nous avons Saint-Louis Ville. Le premier axe, c'est Saint-Louis Ville propre. Avant de faire une ville, il faut refaire la ville, il faut la rendre propre d'abord. Vous convenez avec nous, résidents comme non-résidents ont la même appréciation sur l'état d'insalubrité de la ville. Alors vous nous avez le deuxième axe, oui, c'est Saint-Louis Ville émergente. À l'instar du programme Sénégal émergent, nous voudrions que la ville soit au rendez-vous aussi des politiques nationales qui sont en train d'être déployées. Saint-Louis Ville émergente, nous voulons faire de Saint-Louis d'abord une ville portuaire et aéroportuaire. Parce que c'est un plan surtout portuaire, parce que c'est une ville qui a un potentiel hydrique énorme. 2 îles, une presqu'île, un fleuve et un océan béant. Deuxième axe de l'émergence, nous voulons faire de la ville de Saint-Louis la ville du riz local. Vous savez qu'aujourd'hui, la tendance est d'inverser, de produire notre consommation en riz, parce que ça nous pose énormément de préjudice au niveau en perte de liquidité internationale. C'est une belle initiative de notre gouvernement, mais nous allons la saisir comme une opportunité. Si nous arrivons à développer le pôle du Nord comme faisant partie du grenier du Sénégal, nous arriverons en tout cas à absorber une bonne partie donc, de ces devises que l'on sortait pour acheter du riz, mais qu'on va mettre au profit pour le développement non seulement de l'agriculture dans la vallée, d'une part, la mise en place des agro-industries, surtout axée sur la mise en valeur donc, de la production agricole, rizicole, et enfin, mettre en place les unités de commercialisation appartenant à la ville de Saint-Louis. Ça fait 2 à 3 minutes vraiment que vous exposez un peu quand même votre programme de manière assez large. Mais aussi tout ce que vous voulez dire aussi, on va dire l'équipe sortante aussi a réalisé quelques projets de ce genre. Ville touristique, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre ambition, elle est clairement déclinée. Nous avons également les compétences pour mettre en œuvre cette ambition. Nous avons aussi l'engagement politique, l'engagement patriotique pour le faire. Pendant longtemps, la société civile a été toujours confinée dans un cadre très restreint d'arbitrage, de rôle d'arbitrage entre l'opposition et la majorité. Nous ne faisons pas partie de cette société civile fileuse. Notre programme, pour le réaliser, nous aspirons à conquérir le pouvoir exécutif local. C'est-à-dire que nous aspirons à la mairie de Saint-Louis. Parce que ça ne sera pas facile. Il y a des mastodontes devant vous. Toute épreuve. Le maire sortant, il est là-bas. Il envisage également de briguer un second mandat. C'est un défi que nous allons relever. Ahmed Fall Braya, je l'ai dit nous allons relever le défi d'un revers de main. Aussi. Nous allons le relever d'un revers de main. Parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons à notre étoile. Nous croyons à notre mouvement. Nous croyons en nous-mêmes. C'est très important. Et c'est un défi que nous allons refaire les prochains jours. La seule différence, nous ne sommes pas là également que vos adversaires politiques ont eu à développer. C'est plus ou moins le même programme. Non, vous savez, il y a programme et programme. Nous avons un programme clair. Oui. Avec un cadre logique bien décliné. Comme tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de tout développer. Je dis ville propre, Saint-Louis, ville neuve. C'est-à-dire, premier axe, Saint-Louis, ville propre, Saint-Louis, ville émergente. Saint-Louis, ville touristique. Saint-Louis, ville culturelle, la capitale culturelle du Sénégal et de l'Afrique. Saint-Louis, ville sportive. Saint-Louis, ville durable. Saint-Louis, et enfin Saint-Louis, ville du futur. Pour chaque axe de projet, pour chaque axe de programme,
nous avons décliné les projets clés. Le cadre logique est bien décliné, les projets, la stratégie, les résultats attendus et les objectifs clairement déclinés. Vous avez Il ne s'agit pas de jeu politicien. Pendant longtemps, ce qui a fait le problème dans notre société, le contrôle citoyen ne s'est jamais exercé avec efficience. L'autre aspect, c'est que pendant longtemps aussi, nous avons été bernés par bon nombre de politiciens. Nous ne sommes pas de la race de ces politiciens. Nous incarnons, nous voulons être des hommes politiques avec une vision partagée, un engagement politique sincère, je dis bien un engagement politique sincère et une ambition qui va être traduite dans le cadre d'un programme clair. L'avènement des programmes, c'est maintenant. Mais justement, c'est maintenant. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans les élections, dire également dans que les élections, vous allez tous chasser tout ce beau monde et puis donc vous installer. Nous avons. Par où allez-vous passer? Parce que personne ne vous connaît. Chasser ce beau monde, nous n'avons nullement cette prétention. Tu sais, comme on dit en Wolof, non, c'est la démocratie. Le Sénégal a toujours été le berceau de la démocratie en Afrique. Et le berceau de cette démocratie au Sénégal, c'est la ville de Saint-Louis. Et c'est la première commune du Sénégal. Mais pourquoi alors nous avons, si gagnant ou perdant, nous sommes dans la même logique. Notre mouvement veut être le creuset de toutes les forces vives de Saint-Louis. Pourquoi c'est votre mouvement? Première chose, je décline. La deuxième chose, c'est que même si Dieu nous offrait cette chance de gagner les élections locales, nous allions rassembler toutes les compétences. Ce ne serait pas une majorité politique, mais ce serait une majorité de compétences au service de la ville. Mais nous allons nous battre. Nous n'avons pas une prétention, nous avons une ambition pour notre ville. Et pourquoi les autres, quand ils sont candidats, on ne les taxe pas de prétention? De quel avantage ont-ils sur nous? À la seule différence, peut-être que ceux qui veulent briguer la mairie sont plus connus que vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais on ne les a pas connus. Bonjour. Mbamedji, quand il postule à la mairie, Alioune Badara Cissé, la même chose. C'était des inconnus qui venaient du Noir. Nous appartenons à cette ville. Et depuis plus de 5 générations. Nous n'avons jamais... Vous êtes aussi populaire qu'eux à Saint-Louis? Non, la population de Saint-Louis délivrera sa réponse au soir du 29 juin. Le problème, ce n'est pas un jeu de popularité. Nous avons, notre appartenance à la ville en tant que Domandar original. D'ailleurs, ça, c'est un slogan de notre mouvement. Nous venons retourner la ville aux Saint-Louisiens. Ça, c'est un défi que nous allons réaliser parce que nous avons suffisamment bien sensibilisé nos Saint-Louisiens pour qu'ils reprennent leur ville en main. Ça, c'est déjà un message qui est bien passé. Incognito, Obama, avant qu'il ne soit président, qu'il avait connu, ABC, Cheikh Bamba Dièye et les autres, Ousmane Masseck Ngom, Ousmane Masseck Ndiaye, ils ont parti. Non. C'est pourquoi, je vous dis, nous n'avons pas la même trajectoire. Nous n'évoluons pas dans la même direction. Nous avons opté pour une autre démarche. Nous avons une démarche de rupture. Nous avons choisi un autre parti. Nous avons choisi une autre vision. Nous sommes dans une autre logique. Pourquoi imputez-vous donc dans ce cas la responsabilité à la mairie de fait que vraiment qu'il y a la pauvreté qui ne cesse d'augmenter à Saint-Louis? Qu'est-ce que la mairie a fait dans ça? Dans mon propos, je n'ai pas décliné, je dis. Je me base sur des statistiques claires, qui ne viennent même pas, que la pauvreté ne cesse d'augmenter. qui ne viennent même pas, qui ne proviennent même pas des statistiques communales. Parce que ici, vous avez vu, regardez, la plus grande illustration, c'est que les ONG, la majorité des ONG sont essaimées autour de Triangle, Saint-Louis, Fouta et Ndiambour. Regardez, parce que c'est là-bas où se trouve la ceinture de la pauvreté. Et regardez, nous sommes aussi sur le terrain. Nous savons dans quelles conditions, les conditions de vie extrêmement difficiles de nos populations. Ensuite, la question de la popularité. C'est une question de temps. Mon domaine de prédilection... Vous y tenez? Non, j'y tiens, absolument. Mon domaine de prédilection, ceux qui sont dans le champ économique me connaissent très bien. Absolument. Absolument.
parce que je ne faisais pas la politique, mais dans le champ citoyen. Vous avez su dire à Wade non quand il le fallait. Non, à Wade, mais au-delà, mon engagement citoyen au niveau de la ville de Saint-Louis est incontestable. Le capital, l'actif que je traîne au niveau en matière d'action citoyenne, je défie tous ceux qui sont là-bas et que l'on décline comme les fanfarons de cette ville. Il n'y a pas photo entre mon actif et les leurs. Mais je ne suis pas de cette nature. J'ai été éduqué en tant que musulman, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, et je resterai ainsi. Et notre repère, c'est pas la popularité, c'est la dignité, c'est cet engagement politique, c'est le patriotisme, c'est cet engagement à vouloir, cette volonté de vouloir servir son pays et non se servir. Alors moi j'aimerais bien aussi qu'on s'attarde un peu sur le cas de la ville de Saint-Louis, parce que quand même c'est une ville très cosmopolite, quelque chose qui nous intéresse vraiment. Mais vous avez parlé aussi de programmes vraiment d'emploi, en fait de lutte contre la pauvreté d'une manière générale. Mais quelles sont les activités principales à Saint-Louis? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? À part le tourisme, on va dire d'une manière générale, et peut-être la pêche, hein? Mais parce que vous avez un œil braqué que sur ce qui se fait, l'existant, l'innovation, qui est le porteur des vrais changements. Si on veut réinverser la tendance, nous devons revoir les choses en profondeur. À un moment donné, il ne s'agit plus de rénover, il faut transformer. Nous sommes dans cette dynamique. La ville va très mal et nous voulons avec des solutions fortes, des solutions à forte portion pour pouvoir transformer la réalité. Et dans cette logique, notre engagement va dans une seule direction. Quel est l'intérêt général? Qu'est-ce qui est bon pour la ville? Et comment on peut s'entendre pour aller le plus vite possible et au mieux dans l'intérêt des populations. Notre personne en tant que telle n'est pas importante. Mais nous mettre au chevet de la ville, au chevet de ses problèmes, construire ensemble les solutions et s'engager ensemble à les réaliser dans l'intérêt de la ville. Aujourd'hui, à Saint-Louis, comme je vous l'avais constaté, les activités économiques ne se résument pas à cela. Les revenus économiques sont très faibles. Vous avez vu le budget de la commune, il est très faible, il est dérisoire par rapport aux ambitions politiques déclinées. Donc, nous voulons... Est-ce que ce n'est pas peut-être que la mairie veut être raisonnable, tout simplement? Non, raisonnable, mais c'est parce que si, vous savez, une personne qui n'a pas d'ambition, on ne peut rien contre. Une organisation qui n'a pas d'ambition, un État qui n'a pas d'ambition, on ne peut pas aspirer au développement. Toutes ces grandes villes qu'on a l'honneur, qu'on a toujours le plaisir de chanter, ne sont pas nées parce qu'un beau jour, un homme audacieux, ambitieux s'est levé pour donner une autre direction au train-train quotidien, par rapport au train-train quotidien. Nous, notre volonté, c'est d'abord de rebooster l'économie locale. Pour le faire, nous avons des axes de programmes très précis qui vont rechanger, qui vont, bouleverser le visage de la ville. Dans ce cas également... Et qui vont générer suffisamment de projets, de programmes, d'activités qui seront mis à profit donc de la lutte contre la pauvreté, contre l'emploi, qui vont générer des richesses. Parce que le grand problème du Sénégal, pendant longtemps, les gens ont toujours pensé que, écoutez, ce sont les secteurs publics qui vont régler le problème de l'emploi des gens. Nous, notre génération, en général, à notre sortie d'école de formation, pour la plupart, n'avait plus de place dans le secteur public. Parce que ça avait coïncidé avec la période des ajustements structurels et tout ça, et que les taux qu'on avait recommandés pour les masses salariales, les normes qui sont fixées, on ne pouvait pas aller au-delà. Et tout recrutement public dans ce sens aurait pu entraîner des déséquilibres dans la gestion budgétaire nationale. Aujourd'hui, l'initiative privée est là. Il faut l'encourager. Si on veut régler
la question de la pauvreté. Si on veut lutter de manière durable contre la pauvreté, il faut créer des richesses. Pour le faire, l'acteur clé, c'est le secteur privé. C'est pourquoi nous pensons que le secteur privé doit être soutenu en permanence dans cette direction, pour que, en tout cas, cette ambition des gouvernants de vouloir résorber la pauvreté, de vouloir générer des emplois puisse se réaliser. C'est aussi le secteur privé qui est générateur d'emplois. Justement, avant vraiment, donc, on va dire, de filer vraiment en fond, du moins d'aller vraiment quand même dans ce sens aussi, on va dire, du secteur privé, j'aimerais juste quand même clôturer quand même, on va dire, avec le dossier de Saint-Louis. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'ambition, vous avez parlé également de budget, mais il faudrait à peu près un budget de combien à la ville de Saint-Louis pour pouvoir décoller, comme vous dites, que la ville ne marche pas? Non, ça ne se décrète pas d'un tour de bras. Vous avez une petite idée un peu du budget pour faire fonctionner la ville? C'est un processus. Parce que vous avez dit que le budget sur place était trop petit. Hein? Non, c'est vrai. Quand on a des projets ou des programmes qui doivent tourner autour qui sont de l'ordre de centaines de milliards et qu'on se retrouve avec des budgets à l'unité du milliard, ça pose problème. Ça, on n'a même pas besoin de mesurer. Parce que l'analyse par tendance le confirme. À peu près combien alors vous voulez dire? Non, je ne raisonne pas en termes de budget. Notre approche n'est pas calée dans cette direction. Nous avons dit que nous enclenchons un processus qui va permettre à la commune d'avoir une économie dynamique, une économie forte, qui va générer d'importantes ressources qui pourront en tout cas supporter les politiques socio-économiques qui vont être mises en œuvre. De Saint-Louis. Ça, c'est possible. Oui. Et d'autres villes le font à travers le monde. Pourquoi pas la ville de Saint-Louis? Pourquoi pas Dakar? Pourquoi pas Matam? D'accord. Alors, on va dire de Saint-Louis comme un peu partout, on va dire à l'intérieur aussi du pays. Mais est-ce que les conditions sont réunies vraiment au Sénégal pour permettre, on va dire donc pour mieux lutter contre quand même, pour permettre voilà, aux investisseurs de venir quand même en masse au Sénégal? Parce que vous avez beaucoup parlé du secteur privé. Oui, mais vous savez notre classement, notre dernier classement de Doing Business, ça crée un tollé. Ça crée un tollé. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait beaucoup. Même c'est vrai que le Premier ministre a fait une sortie la semaine dernière. À la presse. Mais il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. L'État, le gouvernement, a déclaré qu'il faudrait, en tout cas pour le Sénégal, avoir un environnement des affaires de classe internationale. Pour ce faire, on lui a décliné la feuille de route. Il y a des réformes qui sont impératives si on veut être dans cette direction, pour rendre attractif notre pays. Les investisseurs ne sont pas des personnes dupes. Ils ont des ressources qu'ils veulent fructifier, qu'ils veulent rentabiliser. Et ils veulent être aussi en sécurité. Ils veulent aussi l'efficacité. Si pour délivrer un permis de construire, vous allez au Botswana, on vous le fait en moins de 48 heures ou dans la semaine, en 72 heures, je donne un exemple comme ça. Et ici au Sénégal, il vous faut 6 mois ou 8 mois à cause des problèmes fonciers, à cause de ceci, des barrières administratives. Ça pose problème. Donc, il a fallu que le Sénégal a un environnement un potentiel qui est globalement positif. Mais il ne faut pas qu'on traîne les pieds. Aujourd'hui, si nous traînons les pieds, les autres pays vont nous dépasser. Si nous traînons les pieds aussi, les objectifs, l'ambition que nous avons pour notre développement ne va pas se faire. Donc vous êtes Tout à l'heure, vous parliez d'ambition. Oui. Donc vous aurez dû porter la critique au président de la République, qui a une noble ambition avec son plan secteur Sénégal émergent. Est-ce que quand on annonçait le chiffre pour le financement du plan, vous ne trembliez pas, M. Gabi? Ça ne vous impressionnait pas? Si on veut booster notre économie, si on veut relancer l'économie et être dans une logique de développement soutenu, c'est-à-dire avec des taux de croissance vraiment acceptables, parce que le taux de croissance, il faut toujours l'afficher à côté des taux d'accroissement naturel, démographique. En tout cas, pour beaucoup, le Sénégal manque d'ambition. Un taux de croissance de 7% d'ici 2017, c'est vraiment manqué d'ambition pour certains. Quand le Sénégal
à des taux d'accroissement de 3%. On est arrivé à un moment donné avec des taux de croissance économique de l'ordre de 2,5-3%. Mais il n'y a pas, on ne peut pas parler d'ambition économique. Il faut faire redémarrer la machine. Il faut un coup de fouet alors dans ce cas. Donc vous êtes pour vraiment ces réformes dont on parle du côté du gouvernement? Ah oui. Vous voir toutes ces procédures parce que vraiment c'est une question de vie ou de mort pour notre développement. A-t-on un environnement sain qui nous permet d'opérer ces réformes dont vous dites? Environnement sain, c'est trop dire. Nous avons un environnement qui peut être propice au développement à condition que les barrières administratives que nous vivons, c'est un dysfonctionnement qui ont été relevés par nos partenaires et qui sont objectifs, si on veut vraiment parler de manière objective en économie, sont bien levés. Et ça, c'est le travail de tout le monde. L'administration a son rôle, les élus ont leur rôle, les citoyens aussi ont leur rôle. N'avez-vous pas une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Le secteur privé aussi a sa partition à jouer. Avant de venir au secteur privé, n'avez-vous pas une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vous faites partie aussi, on va dire, des acteurs clés de la dépense publique, à l'époque. Part de responsabilité dans quel sens? D'avoir alourdi un peu les choses. Ou bien c'était donc le contexte d'alors qui l'obligeait? Non, vous savez, on a beaucoup diabolisé les procédures de passation à tort, M. Diaby. Certainement à tort, parce que il y avait beaucoup de facteurs qui ont... Vous savez que la réforme, le code des marchés a été signé en 2007. Les lois qui modifiaient aussi, qui portant aussi modification du code datent de cette période. L'ARMP a dû être installée en 2008, je crois, si mes souvenirs sont exacts. 2008, 2014, ça fait 6 ans. Regardez les efforts qui ont été atteints en matière d'assainissement de nos systèmes de marché public. C'est incommensurable. C'est même pas quantifiable. Si on se référait au passé récent avec l'ancien régime, à un moment donné, au début de leur règne, on s'est retrouvé avec des taux d'entente directe de l'ordre de 60% ou plus sur des échantillons des ministères clés. Entre-temps, avec la réforme, on a pu corriger cela. Vous avez vu avec M. Youssou Sakho, lorsqu'il était directeur général de l'ARMP, lors des publications des statistiques, les statistiques que nous avons étaient sans faute, sans commune mesure avec ce qu'on vivait dans le passé. Mais un code des marchés, c'est un code qui doit être dynamique. Avec la pratique, avec le temps, il va falloir rajouter des choses, retrancher d'autres. C'est ça le volet. Le code, en tout cas, on accuse l'ARMP de faire traîner des choses, alors que le Sénégal n'a plus besoin de ça. Vous-même, vous l'avez dit, c'est une question de vie ou de mort. Oui, le code des marchés, le code des marchés de France a été modifié plus de 50 fois. Les modifications, ce n'est pas là-bas le problème. L'essentiel qu'elle aille dans la bonne direction, dans le sens de l'amélioration du dispositif. Et ça, je pense que les autorités l'ont maintenant compris. Le plus important pour nous, secteur privé, en tout cas à un moment donné, sur ces questions, c'était que les autorités contractantes puissent avoir aussi la maîtrise des procédures de passation. Pendant très longtemps, on parlait beaucoup, mais on ne se souciait pas du niveau de formation des spécialistes en passation dans le secteur privé, dans le secteur public, parce que souvent on les forme, mais après c'est les projets ou les multinationales qui les absorbent. L'administration souvent a beaucoup souffert donc de ce problème. L'autre aspect, c'est que aussi les politiques aussi ont un rôle à jouer. À chaque veille de campagne électorale, on a vu que les comportements changent. C'est pourquoi, si on s'en réfère aux normes OCDE, les gens, en général, les bailleurs ne sont pas favorables à ce que les politiques s'immiscent dans le dispositif. Quand vous dites les comportements changent, vous faites allusion à quoi? Souvent, à la veille des élections, vous regardez dans les statistiques, dans les médias, c'est là-bas que vous avez la montée en flèche des scandales dans les marchés. C'est là-bas que vous voyez aussi les entorses au règlement monter en flèche. Et ça, je ne les invente pas, c'est les audits qui les montrent. Il y a eu beaucoup de dérives dans cette période parce que souvent, la passation est motivée par
souvent des intérêts politiciens ou des intérêts personnels, mais on se met derrière l'institution pour essayer de justifier souvent ses intentions. Avez-vous senti la même chose actuellement? Pour le moment, je pense que moi, je ne peux me fier. Je suis un professionnel. Et je travaille sur une base documentée. Nous avons vu qu'à un moment donné, avec le régime actuel, que quand même, nous ne pouvons que nous fier aux déclarations du président de la République. Gouvernance sobre et vertueuse. Nous avons vu que le Premier ministre aussi est dans cette dynamique. Pour le moment, nous les jugerons après par rapport aux audits, aux résultats des audits, aux actes qu'ils auront posés. Il faut par contre faire la part des choses. Souvent, on mélange le dispositif, on mélange le cadre juridique des projets de partenariat public avec celui des marchés publics. C'est deux cadres juridiques différents. Souvent, il faut bien comprendre ce phénomène. Mais en ce qui concerne les marchés, nous avons eu à déplorer quand même un certain nombre de dérives. J'ai l'occasion de le dire. Par exemple, si je prends l'exemple du building, le marché, la rénovation du building marché public, ça me pose problème. Le secteur privé, et en tant qu'acteur et membre du syndicat national du bâtiment et des travaux publics, etc. Mais comme nous sommes dans un cadre d'interview... L'autoroute Thiès-Touba. L'autoroute Thiès-Touba, à un moment donné, j'étais dans l'ARMP. Mon mandat est maintenant terminé. Je n'ai pas tous les éléments. Mais au moment où nous initions, au moment où nous étions consultés sur ce dossier, on a eu à faire apporter beaucoup de correctifs aux propositions initiales. Mais le plus important, en tout cas, le Sénégal est devenu une vitrine internationale, une belle vitrine en matière de passation de marché. Y a-t-il eu forcing? Non, je ne sais pas pour le moment. J'ai dit, il y a un acquis de taille qu'il ne faut pas qu'on ne verse ni dans les dividendes du secteur privé, ni dans les dividendes des autorités contractantes, mais qu'on verse dans les dividendes de notre pays et du gouvernement. Le Sénégal a eu à avoir de très bonnes notations en matière de gestion du système marché public. Les organes de contrôle qu'on a souvent décriés ont pu faire un très beau travail qu'il faut saluer. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que cet élan soit respecté par toutes les institutions de la République. Il y a aussi l'affaire Necotrans. Necotrans, oui, vous avez vu, nous avons eu à réagir avec vigueur. Mes collègues du CNP aussi ont eu à avoir la même réaction. Nous resterons toujours des sentinelles éternelles pour remettre les choses. Il y a eu entente directe selon vous? Il y a eu entente directe selon vous? Entente directe, on a modifié peut-être les conditions de passation. Alors, mais je ne voudrais pas saisir ce plateau pour traiter de dossiers qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction de ma part. C'est parce que l'affaire de Necotrans divise l'Assemblée nationale. Certains députés soutiennent le DG du port, d'autres également soutiennent les travailleurs qui sont là-bas. Le débat n'est pas de soutenir ou de ne pas soutenir. Il y a une réglementation qui est en place. Il faut veiller à ce... Il faut que tout le monde s'y soumette. Parce qu'on dit qu'on n'a pas respecté la passation des marchés. Oui, si c'est le cas. On devait procéder à un appel d'offres, ce qui n'a pas été fait. C'est très juste. C'est ça notre position, nous aussi. On ne peut pas prendre des marchés aussi importants sur la base de la volonté d'un seul individu, quelle que soit sa position au niveau, dans la hiérarchie, dans l'échelon de l'État, qu'on puisse lui offrir ce privilège. Même le président de la République n'a pas ce privilège. Donc pourquoi le DG du port, on lui accorderait ce privilège? Si les règles sont très bien déclinées, les règles du jeu sont très bien déclinées, si elles sont bien respectées, je pense qu'on ne devrait pas vivre des situations de ce genre. Allez-vous abdiquer ou bien vous allez continuer à contre-attaquer? Le combat, on va continuer le combat. C'est certain. Le secteur privé n'acceptera pas ces genres de forclusions.
Et en plus, les conséquences sont énormes. Il y va de nos survies. Il y a combien d'entreprises qui vivent dans cette chaîne économique? Combien? Et puis, on ne peut pas accepter qu'on donne à une seule entité ce qui était partagé par 10 000 nationaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait, très bien. Voilà. Donc, c'est d'abord une position de principe. Et ensuite, je pense que sur le plan même des règles, sur le plan politique, l'État a le devoir de soutenir son secteur privé national, de l'accompagner. Quand on parle de patriotisme économique, ce n'est pas seulement l'affaire du secteur privé, mais c'est aussi l'affaire des acteurs de l'État, des hauts fonctionnaires. Est-ce que l'État soutient son secteur privé? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un climat de méfiance entre le secteur privé et le secteur public. Nous, à un moment donné, on s'est posé beaucoup d'interrogations. Mais nous pensons qu'en tout cas, tous les deux acteurs devraient agir de telle sorte qu'en tout cas les intérêts de chaque secteur puissent converger, parce que c'est la convergence vers l'intérêt national. On ne peut pas avoir un secteur privé embryonnaire, émergent, et le laisser comme ça dans la mare des crocodiles. Si vous prenez l'exemple du port, c'est des jeunes, c'est des Sénégalais bon teint qui se sont battus pour monter leur entreprise, qui se sont battus pour les développer, qui se sont battus pour en tout cas donner au port, en tout cas en bonne partie, les niveaux de développement qu'il a atteint aujourd'hui. On n'acceptera pas qu'un beau jour, qu'un novice vienne nous sacrifier comme ça, ou sacrifier les intérêts de nos entreprises. Ça, c'est un débat. Tant que la question ne sera pas réglée, le secteur privé ne lâchera pas prise. Et je pense que la concurrence, c'est le principe. L'appel d'offres, c'est le principe. Ça, c'est la loi. Et j'en reviens donc à ma question précédente. Est-ce que l'environnement sain, est-ce qu'il y a-t-il un environnement sain qui nous permet vraiment donc d'opérer, on va dire, ces changements, comme vous le dites, à la va-vite, entre guillemets? C'est une question avec une autre tournure, mais la réponse viendra avec une autre facette. L'environnement des affaires au Sénégal, pour l'appréhender, il faut une approche multiforme, multisectorielle. On en parlait tantôt d'un aspect, il y a bien d'autres aspects. Ce n'est pas pour rien que notre pays a été mal classé. Je vous l'ai dit au début, à l'entame de mon propos. Parce que ce qui nous évalue et on a toujours accepté les règles de l'évaluation. On ne les a jamais contestées avant, quand on était bien classé. Si les règles de l'évaluation sont bien acceptées et qu'on se retrouve aujourd'hui dans des postures vraiment très défavorables, c'est parce qu'on n'a pas pu, en tout cas, initier suffisamment de réformes en direction donc de l'amélioration du cadre des affaires. C'est le Sénégal qui veut avoir un environnement des affaires de classe internationale. Il faudrait que les réformes qui l'amènent à ce niveau puissent se réaliser et dans les délais prescrits, dans la transparence et la diligence. Il n'y a pas autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui a été suffisamment commenté par tous les acteurs de la nation. Aujourd'hui, je pense que ce qui est heureux de retenir, c'est que les plus hautes autorités de ce pays ont pris l'engagement de prendre à bras le corps ces problèmes. Parce que la question fondamentale, c'est un problème de suivi en général. Et le suivi, pour l'assurer, il faut que chaque secteur puisse jouer son rôle, sa partition dans les délais. Pour que, en tout cas, que l'engagement de l'État puisse se réaliser aussi
et vis-à-vis de ses partenaires aussi dans les délais. Comment analysez-vous un peu quand même le fait que certaines prérogatives soient accordées au ministère de Diène Farba Sarr au détriment de la RMP, qui n'a hélas que ses yeux pour constater, je ne dirais pas les dégâts, mais bon, certaines décisions votées par l'Assemblée nationale. J'ai été le président du comité technique pour la réforme du partenariat public-privé. Pour faire la réforme, la réforme, par exemple, on est parti donc pour réformer le partenariat public-privé. La difficulté était que d'abord, les textes qui étaient là, est-ce qu'il fallait faire des réformes ou il fallait faire carrément engager une nouvelle direction avec une nouvelle réforme. Ce débat a été tranché par tous les participants au séminaire, disant que nous ne voulons pas de réforme, nous voulons une réforme majeure pour le partenariat public-privé. Donc, en redéfinissant le cadre juridique, en redéfinissant le cadre institutionnel. Dans ce schéma, à un moment donné, il y a une décision qui revient à la plus autorité de l'État. Parce que aussi, c'est lui qui est le dépositaire de la confiance des Sénégalais. L'ARMP est un organe de contrôle a posteriori. L'ARMP est également l'autorité de régulation du dispositif des marchés publics. La DSMP assure le contrôle a priori. La DSMP aussi est dans l'administration, quand même une chaîne très importante dans le processus de passation. Tous ces organes fonctionnent correctement. Mais ils répondent à un cadre juridique pour les marchés publics, pour la passation des marchés publics. Si on parle de partenariat public-privé, on est dans un autre régime juridique. C'est ça que je vous explique. On n'est pas dans le cadre donc des marchés publics. Donc dans ce cadre, vous voulez dire qu'on ne peut pas parler de gré à gré, entre guillemets, non? Mais même pour les marchés gré à gré, l'ARMP a donné un cadrage pour les marchés clés en main. Parce que beaucoup redoutent quand même une montée en puissance du gré à gré. Non. Que d'aucuns disent même que depuis depuis cette décision, il y a eu une montée entre guillemets un peu donc des marchés gré à gré. Les marchés gré à gré ont connu une montée en puissance bien avant. Je vous invite à consulter les statistiques du ministère de l'économie et des finances. C'est un phénomène. En tout cas, les taux qu'on a vus lors de la publication dernière de rapport de l'ARMP étaient 2 ou 3 fois supérieurs au taux habituel. Il y a des changements de comportement qui ne disent pas leur nom. Mais il ne faut pas s'en faire. Au moment de l'évaluation, les dispositifs le diront. Il n'y a pas à se voiler la face. De toute façon, nous, en tant qu'acteurs, nous sommes pour la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance, je résume tout. Ça veut dire que les règles de procédure doivent être respectées. Et dans ce cadre, si on parle, il faut que la concurrence joue pleinement son rôle. Une concurrence, bien sûr, je veux dire saine. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce contraste entre vraiment peut-être desserrer un peu de ce côté, du côté du ministère de Diène Farba Sarr, et puis donc serrer de l'autre côté, je m'explique, c'est-à-dire créer d'autres cellules de contrôle comme l'OFNAC, entre autres. Alors qu'il y a beaucoup de cellules qui sont là. Non, vous savez que a-t-on réellement besoin de tout cela? C'est le grand problème du Sénégal. Oui. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'institutions. Selon les gouvernements, souvent les gouvernements qui passent, on donne plus de force à certains, moins à d'autres. Il y a l'IGE qui existe déjà, il y a la DSMP qui est là, la RMP est là, la Cour des comptes également est là. A-t-on réellement besoin de l'OFNAC dans ce cas? Il y a une prolifération de corps de contrôle, ça c'est vrai. Et je pense qu'il va falloir initier une rationalisation de tous ces acteurs. À mon humble avis, la Cour des comptes, la RMP, la DSMP peuvent jouer pleinement le rôle, aussi bien pour tous les types de contrats dont on parle au Sénégal.
et si on respecte les procédures légales et réglementaires. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a des organes qui ont des relents politiques. On ne peut pas, on ne peut que les constater. Mais je vous dis qu'on peut bel et bien, comme vous le soutenez, rationaliser encore l'architecture des corps de contrôle au Sénégal. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on réinvente aussi des corps de contrôle lorsque ces corps ont fait leurs preuves. Quand on doit gérer certaines procédures, je pense que la DCMP peut bel et bien les rassurer. S'il s'agit du contrôle a priori, je veux dire, si on doit parler de contrôle a posteriori et de manière d'expertise en matière aussi de passation, l'ARMP est très bien outillée. Il y a aussi le Conseil des infrastructures qui est là, avec son expérience, ses ressources et ses compétences. Mais s'il faut que tout cela, c'est pas un organe de contrôle, mais quelque part aussi on les affecte des tâches de contrôle. Pour des types, comme je dis, de marchés, pour des types de contrats qui ne sont pas dans le même régime que les passations. Donc, pour tout cela, je pense que c'est ça le charme de notre pays. On se retrouve, nous, entre Sénégalais. Peut-être que d'autres qui sont plus dans l'orthodoxie et dans le professionnalisme diraient qu'il y a un effort de rationalisation à faire, mais l'un dans l'autre, en tout cas, en ce qui concerne le dispositif de passation, des résultats, il faut avouer que quand même des efforts appréciables ont été enregistrés, des résultats très appréciables ont été enregistrés en matière donc, de transparence, de bonne gouvernance dans les marchés publics. Même dans cet élan, on a eu à relever par moments des dysfonctionnements, mais l'un dans l'autre, et le plus important, c'est que le contrôle citoyen, que les acteurs du secteur privé et de la société civile restent vigilants dans le contrôle du dispositif. En parlant également de bonne gouvernance, les députés disent non à un contrôle de l'ARMP au niveau de l'Assemblée nationale. Pas question. Ils demandent vraiment de respecter la séparation des pouvoirs. Vous savez, j'ai entendu la sortie de notre... Moustapha Diakhaté. Je n'aime pas citer du député. Le président du groupe parlementaire. L'honorable député, c'est un député de la majorité, mais nous ne partageons pas, nous ne sommes pas du même avis que lui. Pourquoi? Il ne s'agit pas de séparation de pouvoir, il s'agit de la gestion des deniers publics. La justice se soumet au code des marchés publics. La justice, les institutions qui relèvent de la justice gèrent des deniers publics et elles passent leur marché en respectant les procédures de passation. À défaut même de ne pas vouloir passer les marchés selon le schéma de code, qu'ils aient des règles de procédure de passation transparentes. Parce que les deniers publics qu'ils gèrent, ce n'est pas parce qu'ils sont une émanation donc, de la nation qu'ils aient des droits extraordinaires. Qu'ils aient des zones aussi de non-droit, nous ne sommes pas du même avis. Parce qu'ils disent que l'ARMP est logée au niveau de la primature, alors que ce sont des élus du peuple, alors que le Premier ministre est nommé par le président de la République. Il ne peut pas comprendre. L'ARMP n'est pas logée à la primature. L'ARMP n'est pas sous la tutelle de la primature. L'ARMP, il faut un ancrage institutionnel. Elle n'est pas rattachée à la primature? C'est un ancrage institutionnel. On ne peut pas avoir une institution comme ça dans le vent. Un État, quand même, exige l'organisation d'un État, il faut quand même une certaine cohérence dans l'agencement juridique et institutionnel. L'ARMP est rattaché. Son lieu de rattachement, c'est la primature, mais ce n'est pas sa tutelle. L'ARMP appartient à une nouvelle génération d'institutions qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, AAI. C'est des institutions qui ont l'indépendance, qui restent dans l'administration, qui ont leur indépendance financière et leur autonomie de décision. Bon nombre peut-être de personnes se voient même une confusion
dans la définition de ce type d'institution, autorité administrative indépendante. Comment on peut parler d'indépendance au niveau de l'administration? C'est une nouvelle génération d'institutions qui fait son bonhomme de chemin à travers le monde. Parce qu'on a vu que si on laisse certaines institutions sous la tutelle exclusive souvent de l'autorité administrative, qui est souvent politique, qui peut être par moments très politique, l'autorité politique, pardon, on court certains risques au niveau de la gestion, la bonne gestion, pour assurer une bonne gestion donc des marchés. C'est parce qu'on est arrivé donc presque à la fin de cette émission, plus que quelques minutes maximum, 1 ou 2 à passer ensemble. Vous êtes dans le BTP, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Comment ça va un peu ça? Comment se porte un peu le BTP? Le BTP ne se porte pas bien. Et on dit quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. Il ne se porte pas bien, peut-être pour quelques-uns d'entre nous, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on relance notre économie. Et c'est là où le plan sénégalais, par exemple, peut être un ballon d'oxygène pour notre secteur, parce que aujourd'hui, l'ère des grands travaux presque s'est un peu estompée depuis le départ du président Wade. Le président Macky Sall a l'intention de vraiment rebooster les investissements. Les projets ne sont pas encore sortis de terre. En tout cas, en ce moment, je dis la majorité des petites et moyennes entreprises broient du Nord. J'espère que, en tout cas, l'effet d'annonce concernant le règlement de la dette intérieure actuelle ne sera pas un jeu de mots, que sera une réalité. Mais le plus important, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nos entreprises vont très mal, très très mal. Ça, c'est une réalité. Donc c'est vrai qu'elles risquent de mettre la clé sous le paillasson, ou beaucoup même ont déjà mis la clé sous le paillasson? Bon nombre d'entre elles, en tout cas, sont en suspension d'activité ou tournent vraiment au ralenti. Parce que c'est la situation économique qui n'est pas très favorable. Certaines grandes entreprises ont pu trouver leur solution à leur manière. Et elles sont toujours dans la logique, disons, de terminer les marchés qu'ils avaient déjà, les grands marchés qui sont en phase d'achèvement. Mais d'un autre côté, il nous faut de grands projets, il nous faut quand même pour rebooster un peu l'économie. Rebooster les investissements, surtout dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Et le gouvernement a déjà payé la dette intérieure? En tout cas, j'attends la réaction de mes membres. Je n'ai pas encore le retour d'information. J'ai vu le communiqué comme vous, à travers la presse. J'ai eu à intervenir certains collègues. Vous n'êtes pas encore entré dans vos fonds, alors, si je comprends bien. Vous n'êtes pas encore entré dans vos fonds? Je dis, l'information vient de passer cette semaine. Et c'est des procédures, le paiement par le biais du Trésor, des collectivités publiques. Ça prend du temps. Prend du temps. Donc j'attends le retour d'information pour pouvoir me prononcer. Je n'ai pas encore tous les éléments. Abdelkader Ndiaye, je vous remercie. Merci, cher. Vous êtes confiant pour la mairie de Saint-Louis? Nous allons prendre la mairie de Saint-Louis. Et ce sera la grande surprise, la surprise du siècle. Alors nous vous souhaitons bonne chance alors dans Merci. ce cas. Merci infiniment à vous, Abdelkader. Je rappelle juste que vous êtes le président du mouvement ADN, Andando Defar Ndar, c'est bien ça? Candidat à la mairie de Saint-Louis, vice-président de la CNES, président du syndicat national des entreprises, vraiment, donc dans le bâtiment, c'est ça, vous êtes dans le bâtiment et vous êtes aussi un des acteurs clés de la réforme des systèmes des marchés publics. Merci infiniment à vous, Abdelkader. Vous êtes administrateur aussi de société, vice-président de la Caisse de sécurité sociale. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé, sinon on allait aborder un peu peut-être ces questions liées aussi à la Caisse de sécurité sociale. Mais bon, ce sera la prochaine fois. Mais juste un point, c'est pour dire que vous insistez beaucoup sur Andando Defar Ndar, mais j'appartiens à une coalition. Oui. La coalition est dénommée ADN Ndar Ca Kanam. Je partage avec mon frère et ami, mon grand frère et ami Youssou Diallo. Oui. Et nous avons... Conseil technique au ministère de l'Agriculture. Conseil technique au ministère de l'Agriculture. Un grand chirurgien, fils du feu imam Omar Diallo. Et nous avons pris en tout cas l'engagement pour briguer la mairie et le département. Bonne chance à vous. Priez pour nous. Bonne chance à vous, Abdelkader Ndiaye. Merci également à vous les téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.